Bonsoir tout le monde, puis merci à Fabien là, de son invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Vous avez un beau pays, il s'agit d'en profiter un peu. Alors, écoutez, moi ce soir, ce que j'aimerais vous présenter, c'est vraiment les bases, si vous voulez, de l'enseignement que je donne à l'Université du Québec à Montréal, en particulier dans le département de kinanthropologie, qui est un département d'enseignement des éducateurs physiques et des kinésiologues, alors qui ont le choix de passer à la maîtrise professionnelle en ergonomie, dont je suis responsable. Alors, je trouve ça intéressant de me retrouver aussi là, dans un département aussi qui s'intéresse aux questions là, de l'activité physique là, comme telle. Alors, vous me direz par rapport au micro là, si ça va là, pour tout le monde ou si c'est trop proche ou trop loin. Ça va? Bon, alors je vais commencer ma présentation, mais s'il vous plaît, si vous avez des questions entre-temps, je sais qu'il y a une période de discussion à la fin, mais si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je ne suis pas très forte sur les monologues non plus, alors j'aime bien être interrompue, là. D'ailleurs, je vais vous poser quelques questions à l'occasion. Alors, la façon dont on présente l'ergonomie est vraiment dans la continuité de la tradition française du développement de l'ergonomie chez vous, qui tourne autour de l'analyse d'activité. Et puis, en particulier, je conserve toujours l'expression « comprendre le travail pour le transformer », qui est directement le titre aussi d'un livre très connu ici sur l'intervention ergonomique de Guérin, Laville, Danielou, Durafour, tous des gens, Kerguelen aussi, que vous connaissez certainement. Alors, comprendre le travail pour le transformer, évidemment, ça veut dire, ça implique nécessairement de développer une démarche d'intervention, ce qui est très particulier à l'ergonomie là, en tant que discipline. Alors, ce qu'on va regarder particulièrement aujourd'hui, c'est la partie comprendre le travail. Alors, on va regarder, si vous voulez, plus la question de décrire le travail, identifier les déterminants de l'activité, et puis aussi, peut-être surtout, comment embrasser toute la complexité là, des situations de travail pour être capable, justement, de mener une démarche d'intervention là, qui soit solide et puis qui mène aussi à des transformations. Des transformations qu'on aborde de façon systémique, bon, avec la participation des travailleurs, l'implication des partenaires sociaux, mais disons, cette avenue-là, on ne l'exploitera pas trop aujourd'hui, ça serait beaucoup trop long. Alors, c'est ça, je vais me concentrer davantage là, sur le premier pôle, là, si vous voulez, de comprendre le travail. Mais ce que ça implique d'un côté comme de l'autre, pour la formation des ergonomes, c'est certainement pas seulement de développer des compétences techniques, mais beaucoup de développer des compétences stratégiques aussi quand on se retrouve dans les milieux de travail. Alors ça, on pourra aussi y revenir. Alors, si on commence plus sur la simple question de décrire l'activité de travail comme telle, alors un premier point qui est très important à retenir, évidemment, c'est de se dire que l'activité d'une personne, bien, elle est à différents, c'est un éventail là, de différentes dimensions, qu'elles soient physiques, cognitives ou sociales, mais quand on rentre dans un milieu de travail, la personne a toujours ces trois aspects-là à l'intérieur de son activité, puis il importe d'en tenir compte, quel que soit le type d'activité là, qui est menée. Alors, dans cet exemple-ci, c'est une dame qui est en train de désosser des poitrines de dinde. Alors, la première chose qu'on remarque, évidemment, c'est son activité physique qui est extrêmement importante, d'autant plus que nous, on se situait dans cette usine-là à cause de l'importance très grande là, des troubles musculo-squelettiques là, dans cette entreprise. Alors, au niveau physique, bien sûr, bon, on peut parler du maintien statique de la prise de la dinde. Là, c'est la carcasse, une partie de la carcasse de la dinde qu'on voit là. Les mouvements répétés, évidemment, de couple, posture contraignante des membres supérieurs, là, en particulier au niveau des épaules. Et puis, le déplacement aussi qui se fait continuellement sur une chaîne là, qui bouge, qui avance là, devant elle.
Mais il y a aussi beaucoup un aspect mental dont il faut tenir compte parce que la travailleuse est toujours en train d'évaluer l'état de la dinde, de récupérer de façon maximale là, le plus de chair sur cette carcasse-là, d'apprécier l'espace aussi en avant, tu sais, de côté, de chaque côté d'elle, parce qu'il y a des personnes à côté d'elle qui, comme elle, utilisent un couteau. Alors, il faut qu'elle juge continuellement de l'espace. Et puis, en même temps aussi, il faut qu'elle puisse planifier le moment où elle va devoir affiler son couteau. Parce que l'affilage du couteau n'est pas comme tel calculé par le Bureau des méthodes dans le temps, le cycle de travail. Alors, ça veut dire, à un moment donné, accélérer un peu pour se ménager un espace-temps pour affiler le couteau. Alors ça, évidemment, ça se passe dans sa tête. Et puis également, bien, il y a tout un aspect social de son activité, de communication, d'information au sujet de l'état de la dinde, par exemple, pour avertir que les poitrines sont dans tel état, elles sont dures, elles sont plus grasses ou elles seront plus difficiles là, à parer. Ou des conseils pour la travailleuse qui est avant elle, par exemple, et puis qui peut avoir de la difficulté à faire son travail. Alors, de l'aider à affiler son couteau ou peu importe. Alors, on a décrit un peu l'activité de travail. Si on s'intéresse à identifier les déterminants de son activité, eh bien, on a toute une panoplie, si vous voulez, là, de dimensions, encore une fois, là, de sa situation de travail. Là, on va s'intéresser davantage au cadre de travail dans lequel elle va réaliser son activité. Alors là, je ne vous nommerai pas tout ça, mais c'est juste pour vous montrer qu'on va maintenir, puis vous allez voir au fur et à mesure, là, une approche très globale des situations de travail en considérant en particulier les conditions, les moyens qui sont offerts par l'entreprise, tant au niveau du poste, de son aménagement, du dispositif technique, dans le fond, des outils, mais aussi de toute l'organisation, qu'elle soit l'organisation du travail, de la production ou de la formation comme telle, avec aussi les aspects de l'environnement social, bon, de l'entraide qui est attendue de ses collègues ou des structures sociales hiérarchiques là, dans l'entreprise. Et puis, évidemment, bien, au niveau de ses tâches comme telles, qu'est-ce qu'on attend d'elle? Ça va être quoi les procédures, les consignes, la quantité là, de travail qu'on va lui demander, le niveau de qualité aussi, et puis qui vont tout ça conditionner son activité. Alors c'est là évidemment que principalement on va identifier les déterminants sur lesquels on va vouloir travailler aussi pour améliorer la situation. Alors si on prend un autre poste de travail de cette chaîne là, de découpe, mais là, on se retrouve avec les poitrines de dinde qui ont été découpées, désossées, et puis où la travailleuse va faire le parage, donc enlever le petit bout d'os qui reste, ou le caillot de sang, ou le bout de gras, enfin, rendre les poitrines de dinde aussi appétissantes possible là, pour le client. Alors, si on regarde les exigences là, comme telles de la tâche, alors cette travailleuse a 600 poitrines à parer à l'heure. Et puis, c'est la poitrine de dinde qui est la plus dispendieuse, donc qui va être le morceau qui va rapporter le plus à l'entreprise. Donc, la qualité est très importante. L'environnement social, mais comme je vous parlais tout à l'heure de l'entraide, il y a des attentes aussi par rapport à ça, bon, des relations aussi qui sont tendues avec, en particulier, les contremaîtres. Les conditions et moyens, on parle de température, de l'état des couteaux, des gants, la hauteur de la table, évidemment. On remarque tout de suite la posture de son cou. Bon, conditions de formation, gestion de la répartition des tâches. On pourra y revenir au moment de la discussion si vous avez des questions par rapport à ça, mais tous ces déterminants-là vont faire en sorte que l'activité va être réalisée de la façon dont on a pu l'observer. Ici, souci du travail bien fait, ça c'est un indice que je vous mets pour une petite question que vous allez avoir tantôt.
Alors, au cours de la démarche, puis là, je vais vous en raconter un peu plus sur qu'est-ce qu'on est allé chercher comme données dans cette usine de transformation de la dinde. Alors, ce qui est toujours intéressant en ergonomie, c'est de combiner différents types de données pour justement voir en mettant tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on arrive à comprendre vraiment des situations de travail. Alors, au point de départ, on avait été chercher les données d'accidents. On avait été chercher des observations globales là, de l'activité de travail avant de faire des observations plus spécifiques, je dirais. Et puis, on avait utilisé un questionnaire aussi, en fait, sous forme d'entretien auprès des travailleuses. Alors, ce que je vais vous présenter comme résultat, c'est les résultats un peu bizarres qu'on avait eus, en particulier en ce qui concernait la séparation des carcasses, le désossage là, comme tel là, des poitrines de dinde, et puis aussi là, du parage des poitrines dont je viens vous parler. Alors, je vous présente un peu ce que ça donne. Il faut savoir aussi que ces trois postes-là, comme l'ensemble des postes de la chaîne, sont occupés en rotation par les travailleuses. Ils changent à toutes les 15 minutes, mais évidemment, ils peuvent rester plus longtemps sur le même type de poste, sur le parage, par exemple, parce qu'il y a plusieurs postes de parage. Alors, par exemple, la séparation des carcasses, si on regarde le pourcentage de temps dans une journée que la travailleuse peut passer à séparer des carcasses, ça va être seulement 5 parce qu'il y a seulement un poste. Alors, la travailleuse, à ce moment-là, elle va séparer les carcasses de toutes les dindes. Alors qu'au désossage des poitrines, ça va être 27 du temps. Et le parage des morceaux, c'est 50 du temps et 50 en continu pour parer les ailes, parer les cuisses, parer les poitrines. Alors, la posture qu'on a remarquée tout à l'heure, si vous voulez, était ce maintien pendant 50 en continu là, du travail. Quand on a regardé les accidents, on a été étonnés de voir qu'il pouvait y avoir des différences entre les postes de travail, mais surtout des différences en rapport avec le nombre de travailleuses qui nous rapportaient des symptômes spécifiquement sur ces postes-là. Alors, ce que vous voyez ici, quand vous regardez séparation des carcasses, alors chez nos 17 travailleuses qu'on avait interviewées, il y en avait 10 qui nous ont mentionné qu'à un moment ou un autre, il y avait eu disons, un accident là, il faut dire que ça faisait longtemps qu'il était là, c'est sur 7 ans, en fait, les accidents. Mais il y avait eu, en fait, 10 accidents sur la séparation des carcasses. Il y en avait eu 3 au désossage des poitrines et 5 parage des morceaux. Donc, c'était sur ces postes-là qu'à un moment donné, les travailleuses avaient décidé de quitter la chaîne parce qu'ils n'étaient plus en mesure de pouvoir continuer le travail. Ensuite, on a regardé, puis curieusement, on s'est rendu compte que le poste de travail de désossage était le poste où les travailleuses avaient le plus de symptômes, alors qu'on n'avait pas remarqué nécessairement la déclaration d'accident. Et puis, alors que, bon, c'était le contraire pour la séparation des carcasses, puis le parage des morceaux un peu entre les deux. La difficulté qui était la plus importante sur la séparation des carcasses, c'était l'usage de la force pour pouvoir séparer la alors que c'était la précision des gestes à désosser des poitrines. Et puis sur le parage des morceaux, c'était la posture qui devait être maintenue de façon très statique là, sur le poste. Maintenant, une question qui nous avait, qu'on avait testé, si vous voulez, à ce moment-là, dans ce questionnaire. On avait demandé aux travailleuses lequel poste elles préféraient parmi tous les postes de la chaîne. Il y en avait seulement qu'une qui nous avait dit la séparation des carcasses, c'est mon poste préféré. Alors qu'il y en avait 8, le plus grand nombre, c'était pour le poste détesté, c'était la séparation des carcasses. Au désossage des poitrines, le poste préféré. Et puis, très partagé pour le parage des morceaux.
Alors, évidemment, quand on a vu ces résultats-là, on s'est posé beaucoup de questions. On s'est dit, bon, est-ce qu'ils ont bien répondu à nos questions? Est-ce qu'on s'est compris quand on a posé les questions? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées sur comment on peut interpréter tout ça, mais des commentaires par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, Fabien, là, tu n'as pas écouté, je ne peux pas te poser la question. J'ai fait exprès. Tu as fait exprès, hein? Bon, regardez ça. Il y en a qui ont des idées? C'est bizarre, hein? Et celui qui a plus de symptômes est aussi celui qui est préféré. Oui. Bon, c'est déjà une question. Oui. Alors, le contremaître a été extrêmement étonné de ces résultats-là parce que lui, il se disait, bon, quand admettons, il manque une travailleuse et puis il faut faire un déplacement, mais les travailleuses voulaient aller sur ce poste-là. Mais n'oubliez pas que les poitrines, c'est le morceau le plus... vous dites pas dispendieux, hein, je pense? Le plus coûteux. Le plus valorisé. C'est le poste aussi où la difficulté, c'est la précision du geste, mais en même temps, c'est le poste qui est le plus gratifiant d'une certaine façon et celui où elles ont besoin le plus possible de leurs compétences aussi. J'essaie de me retenir de ne pas dire challengeant, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? Qui est vraiment, qu'elles sont sur ce poste-là, elles ont vraiment, pour les travailleuses qui ont un tour de main, qui ont développé un tour de main, bien, c'est vraiment le poste qui va demander le plus. Alors que la séparation des carcasses, c'est le poste qu'elle déteste. C'est un poste où il y a un grand coup à donner sur la carcasse. Là, toutes les petites particules de la carcasse volent partout, c'est salissant. C'est pas agréable d'être sur ce poste-là, alors que le parage des morceaux, bien, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à y être. Mais c'est un poste qui n'est pas non plus très exigeant, à part le fait que la posture est très statique et que, comme on peut le voir ici, il y en a plusieurs qui vont ressentir des symptômes aussi sur ce poste-là. Alors, il faut savoir aussi que le parage des morceaux, c'est un poste qui est utilisé pour les gens qui reviennent au travail. Donc, des gens qui ont des problèmes musculo-squelettiques et quand ils reviennent au travail, on les place sur ce poste-là parce qu'on est juste debout, là, à couper des petits morceaux de la poitrine ou des ailes. Alors, bon, on l'aime pour les mêmes raisons qu'on le déteste, finalement. Mais c'est un poste où il y a plusieurs, il y en a plusieurs qui ressentent des symptômes. Alors, on est décidé d'aller un peu plus loin pour comprendre ce qui se passait. Et puis, on s'est dit, bon, le poste de la séparation des carcasses, c'est quand même là qu'il y a eu le plus d'accidents qui se sont déclarés. Alors, pour comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passait là, on a essayé d'analyser les différences qu'il pouvait y avoir entre les personnes au niveau de la posture, au niveau des efforts qui étaient ressentis, surtout que, bon, bien, les problèmes qui étaient déclarés à ce poste-là, c'était au niveau des épaules, mais ça pouvait être au niveau des déterminants, des poignets aussi. Donc, on s'est mis à la recherche des déterminants. Et puis, en décrivant plus précisément l'activité, on a identifié toute la liste là, des opérations, chacune des opérations qui étaient effectuées. Donc, vous n'avez pas besoin vraiment de regarder, c'est juste pour vous montrer qu'il y avait quand même 9 opérations. En fait, il y en avait 7 autres parce qu'il y avait l'autre moitié de la carcasse, là, mais il y a vraiment beaucoup d'opérations pour 12 secondes. Mais qu'on s'est intéressé en particulier à l'opération 2 parce que c'était l'opération où les travailleuses coupaient les côtes, donc donnaient le fameux coup qu'elles n'aimaient pas donner, puis qu'elles nous avaient elles-mêmes signalé comme opération difficile. Alors, on s'est mis, pour cette opération-là particulière, à décrire chez 5 travailleuses en particulier, choisi une grande, une petite, une qui a des symptômes, qui n'a pas de symptômes, mais surtout parce qu'elles avaient vraiment des modes opératoires qui étaient différents.
Alors, ça nous permettait d'aller plus loin pour comprendre, bon, c'était quoi les différences et pourquoi ces différences-là aussi. Alors, on est allé dans un descriptif assez fin, disons des postures, que ce soit au niveau du tronc, bon, de l'épaule qui tient le couteau, donc qui donne le coup, et du poignet, en essayant de voir c'était quelle partie du corps vraiment qui donnait le coup finalement, parce qu'il y avait des travailleuses qui donnaient le coup avec l'épaule, il y en a qui le donnaient davantage avec le poignet, le coup, et puis il y en a qui utilisaient tout leur corps. Puis je ne sais pas si vous pouvez voir ici un peu, mais ça c'était effectivement une travailleuse qui utilisait davantage son épaule pour séparer la carcasse, alors qu'ici, bien, bon, c'est une travailleuse qui utilise beaucoup son poignet. Bon, évidemment, bon, les symptômes étaient bien en rapport avec l'usage inconscient hein, des travailleuses, sur quelle articulation va le plus travailler quand ils font le travail. Mais ce qu'on avait surtout remarqué, finalement, c'est qu'il y en a qui donnaient un coup, puis d'autres qui donnaient 2 coups. Alors, quand on a une dinde à toutes les 12 secondes, évidemment, doubler le nombre de coups, ça fait une jolie différence au bout de la journée. Alors, on s'est demandé, évidemment, comment ça se fait qu'il y en a qui pouvaient le réussir à 1 coup, puis d'autres à 2 coups. Puis là, ce qu'on n'a pas ici, c'était aussi le fait qu'il y en a qui appliquaient davantage de force dans leur coup que d'autres. Même visuellement, on pouvait voir qu'il y en a qui donnaient un coup et que ce un coup-là se donnait de façon plus lente, mais c'est vraiment sans aller chercher vraiment un coup pour séparer la carcasse. Alors là, c'est là qu'en retour auprès des travailleuses, c'est elle qui nous avait fait découvrir un élément, un déterminant très important qu'on ne pouvait pas voir. Surtout que, bon, nous, on était tout à fait ignorantes, si vous voulez, de qu'est-ce qu'il fallait savoir pour défaire la carcasse d'une dinde, évidemment. Alors, auprès des travailleuses, en rencontre d'autoconfrontation, donc c'est-à-dire qu'on faisait, je pense que vous connaissez peut-être les rencontres d'autoconfrontation, mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, évidemment, avec la vidéo pour aider les travailleuses à aller un peu plus loin dans leur description de comment elles font, pour qu'on comprenne leur mode opératoire. Mais le fait d'avoir notre fameux tableau aussi, puis de leur dire, regardez, c'est bon, vous êtes la travailleuse 2, mais vous voyez que vous avez votre façon particulière et tout le monde ne fait pas comme ça. Alors, ce qu'on a découvert en particulier chez celles qui donnaient seulement qu'un coup, c'était le fait qu'ils nous ont dit, oui, mais c'est pas n'importe où qu'il faut donner le coup. Alors, elle donnait le coup exactement, puis finalement, c'était pas vraiment un coup. Elle suivait la trace du cartilage, ce qui fait que le coup n'était pas donné dans les os, mais était donné dans la partie cartilage là, des côtes là, de la dinde. Donc, ça voulait dire qu'elle ne donnait pas des coups, si vous voulez, sans regarder. Puis là, ça, c'était quelque chose qui n'avait pas attiré notre attention. Mais finalement, c'est ça, il y avait des travailleuses qui donnaient le coup, mais sans trop regarder. Puis il y en avait qui regardaient très précisément, exactement, et repéraient où était la trace du cartilage. Et puis, allaient chercher doucement ce cartilage-là pour donner un coup de façon plus légère et puis alléger évidemment la contrainte biomécanique au niveau de l'épaule ou du poignet. Mais le fait aussi pour elles de voir que leur façon de faire, c'était pas l'unique façon de faire aussi, puis qu'il pouvait y avoir de la variabilité dans la façon de faire, leur a permis aussi de voir qu'elles pouvaient varier elles-mêmes leur façon de faire. Alors, ça voulait dire pour nous aussi un élément, un truc de métier très important qui, dorénavant, a été inclus dans la formation des travailleuses. Mais à moyen terme,
le fait de voir là, à quel point les travailleuses détestaient ce poste et puis que les accidents se surtout à ce poste-là. L'entreprise s'est orientée vers une automatisation là, aussi de ce poste-là parce qu'il n'y avait pas non plus de délicatesse à avoir avec les carcasses. Là. Alors, bon, là, si on retrouve un peu notre petit schéma de départ, on va essayer de continuer. On l'a déjà vu, c'est pas simple, une situation de travail. Alors, il y a beaucoup d'éléments de complexité des situations de travail dont il faut tenir compte. Et puis, le parage des poitrines nous a révélé aussi certaines postures. Alors, c'est un travail, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui est extrêmement statique, bon, debout, entre autres, et puis qui appelle vraiment à une vitesse là, de travail qui était importante. On voyait pour les travailleuses qu'il n'y avait pas de micro-pause. C'est un travail en continu. Alors, on essayait de voir ce qui se cachait là, aussi derrière la vitesse là, de travail. Et puis, on a fait différentes comparaisons. À ce moment-là, on a observé 10 travailleuses à partir des vidéos. Puis on a regardé en particulier, bon, les ailes, là, parce que c'était le poste qui était le plus rapide. Et puis, là, c'est ça. On a regardé 40 cycles parce que la cadence variait aussi en fonction du type de dinde. Alors, mais c'était le type de dinde, en fait, ça dépendait du client. Alors, il y avait des clients qui étaient exigeants, puis des clients qui l'étaient moins exigeants. Alors, quand les clients étaient moins exigeants, on disait, bon, on peut aller plus vite. Alors, à ce moment-là, c'était plus que 500 ailes à l'heure. Et puis, quand il fallait avoir une plus haute qualité, c'était moins que 500 ailes à l'heure. Alors, vous voyez des différences. Par exemple, la longueur maximale du cycle devient la moyenne pour le parage des ailes quand la cadence est plus lente. Et puis, vous voyez la moyenne du nombre de parties coupées sur l'aile. Alors, 9 morceaux qui vont être coupés en moyenne sur 10 ailes par rapport à 13 pour quand la cadence est plus lente. On a même calculé chacun des mouvements qui étaient très saccadés, là, de toute façon, de saisir, couper, mettre de côté. Alors, on s'est étonné, encore une fois, d'obtenir presque le même nombre de mouvements à l'heure que ce soit à une vitesse plus grande ou plus petite. Et puis, ce qui diminuait, par exemple, c'était d'autres activités qui étaient faites à l'heure, qui en avaient moins, évidemment, quand la vitesse était plus grande. Et puis, l'affilage des couteaux aussi qui diminuait, parce qu'il y avait moins de temps, évidemment, pour affiler. Alors, on affilait moins les couteaux, mais là, qu'est-ce que ça veut dire d'affiler moins les couteaux? Ça veut dire que le couteau est coupe moins. Alors, la force augmente, là, évidemment. Alors, nous, la première chose qu'on a pensé quand on s'est dit qu'est-ce qui se passe si les travailleuses coupent 9 morceaux quand la vitesse est plus rapide et puis 13 morceaux quand elle est plus lente, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire à ce moment-là? On s'est dit, bon, elles diminuent sur la qualité. Alors, ça veut dire qu'il y a des morceaux qui ne sont pas enlevés. Alors ça, c'était pas grave quand c'était des clients qui étaient donc peu exigeants, mais des fois, c'était des clients quand même qui étaient exigeants, mais on augmentait la ligne parce qu'il fallait que ça sorte le plus rapidement possible. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça aussi? Parce que de montrer ça à l'entreprise que les travailleuses, bon, finalement, quel que soit, s'il y avait une vitesse augmentée, les travailleuses coupaient dans la qualité, qu'elles étaient au maximum de leur capacité de vitesse, parce que pour l'entreprise, ça voulait dire qu'ils augmentaient la vitesse, mais de façon évidente, elles n'étaient pas en possibilité d'augmenter la vitesse. Elles étaient déjà à leur maximum, même dans l'ordinaire.
Alors, ça veut dire qu'elle coupe dans la qualité. Alors, on a fait à nouveau des rencontres d'autoconfrontation avec les travailleuses pour leur dire aussi, est-ce que vous voulez qu'on monte ces résultats-là à l'entreprise? Parce que ça veut dire que quand la vitesse augmente, vous avez diminué la qualité. Bien là, on a eu une belle surprise. Est-ce qu'il y en a qui ont l'idée de qu'est-ce qui se passe? Pardon? Ils n'ont pas dit oui. Ils ont dit jamais de la vie qu'on fait ça. Ils ne faisaient pas ça. Ah, toi, je te connais. Fabien? Mais ils font pas ça. Ils font ça. Jamais, jamais ils diminuent dans la qualité. Parce que les travailleuses, comme je vous disais tout à l'heure, le souci du travail bien fait, c'est très important. Elles veulent faire des barquettes de poitrine de dinde qu'elles voudront acheter quand elles vont aller au supermarché. Alors, quel que soit le client, elles vont couper. Mais là, ça voulait dire pour l'entreprise, évidemment, qu'elle perdait davantage là, de matériel, de poitrine. C'est cohérent comme image parce qu'on leur prouve qu'elles ont une qualité diminuée et elles refusent d'avoir la possibilité de l'améliorer. Oui. Mais il y avait les deux situations, hein? Il y avait l'augmentation de la vitesse quand il fallait, parce qu'il fallait faire vite. Puis il y avait l'augmentation de la vitesse aussi quand on pouvait, disons, être moins de qualité. Mais toujours, elles faisaient comme ça. Parce que c'est leur métier. Il faut, c'est ça. Alors, c'est ça, on pense à la santé physique, mais il faut penser aussi à la santé mentale. Pour elles, diminuer la qualité, c'était vraiment rabaissant que de faire qu'on leur demande de faire des poitrines qui sont sales, quoi, qui sont pas... Alors, les travailleuses, elles faisaient toujours comme ça. Alors, mais je vais vous dire, par exemple, c'est un argument extrêmement convaincant pour l'entreprise. De se dire, bien là, on est en train de perdre... Alors, il y a eu des réaménagements au niveau là, comme tel, là, tu sais, de la vitesse de la chaîne, parce que de toute façon, elles ne pouvaient pas aller plus vite. Alors, nécessairement, ça ne donnait absolument rien d'aller plus vite. Elles ne peuvent pas aller plus vite. Alors, dépendant, si on veut, de la qualité, tout ça, tenir compte aussi, tu sais, de la santé mentale, quoi, des travailleuses. Bien, ça voulait aussi dire de faire une révision, un contrôle mieux ajusté au niveau de la vitesse de la chaîne. Mais il y a eu une révision aussi des postes de travail pour le retour au travail, parce que ce n'est pas un poste léger, même si on le considérait comme léger. Et puis, il y a eu un changement aussi au niveau de la rotation des postes, pour pas qu'elles passent 50% à faire le même travail tout le temps. Au poste de désossage, là, qui était le poste justement qu'elles aiment aller, même si elles ont de la difficulté, même si elles ont plus de douleur. C'est pour vous dire aussi toujours le jeu qui se joue entre la satisfaction personnelle, c'est ça, la santé mentale finalement versus la santé physique. Alors, ça se joue dans un tout, ça ne se joue pas séparément. Alors, pour ce poste-là, finalement, il y a eu un poste ajouté à ce poste de travail-là, puis, bon, de la formation aussi à l'affilage des couteaux, dans le fond, ça a été fait, c'était bon pour tous les postes de travail. Je ne sais pas l'heure, hein, Fabien? Tu fais rien? Alors, je vous amène dans un autre type d'usine. Mais comme disait Fabien, je suis vraiment axée sur le travail répétitif, mais en particulier sur les troubles musculo-squelettiques, mais en particulier sur le travail répétitif. Et puis là, on s'est retrouvés à un moment donné dans une usine de bottes. J'ai mis transformation de bottes, mais c'est de fabrication de bottes. J'étais dans la transformation de la laine, là. Alors, l'usine de fabrication de bottes, alors, c'est une autre histoire que je vais vous raconter. On a une travailleuse ici.
dont on a observé la posture, qui déjà était, vous voyez qu'elle doit peser sur une pédale aussi. Alors, elle est debout, elle pèse sur une pédale, alors il y a tout son poids là, qui est sur la jambe gauche aussi. On nous a appelés principalement pour ce problème-là, en nous disant, est-ce que vous pouvez venir donner de la formation à nos travailleuses pour leur dire, une meilleure hygiène posturale, pour leur dire comment se tenir à leur poste de travail. Alors, on a observé les travailleuses et puis on a essayé, évidemment, de comprendre un peu mieux pourquoi, évidemment, elles se retrouvaient dans des postures qui, de façon évidente, étaient inconfortables, contraignantes et pouvaient être à risque pour développer des problèmes musculo-squelettiques. Et on remarque ici la posture de cette travailleuse qui est maintenue pratiquement pendant tout son cycle. Elle est en train, en fait, de poser sur la partie empeigne d'une paire de bottes. J'aurais dû, vous allez la voir mieux un peu plus loin, c'est des paires de bottes qui sont comme ça. En fait, c'est des bottes pour la neige, avec une claque de caoutchouc puis une empeigne qui est soit en cuir, soit en nylon. Alors, la travailleuse qui est juste avant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va poser une bordure sur l'empeigne de nylon ou de cuir. Alors, pour elle, poser cette bordure-là, c'est la dernière étape avant cette travailleuse qui, elle, va joindre la claque de caoutchouc à l'empeigne de nylon. Alors, c'est des postes qui sont très intimement liés. Ce qui était attendu de l'entreprise, c'est que cette travailleuse, une fois qu'elle a fait sa bordure, tout de suite, elle le passe à la travailleuse qui suit. Et puis, ça se fait en continu. Bon, là, évidemment, pour vous donner un indice, le travail, des fois, pouvait se faire plus rapidement ici, ce qui faisait que la travailleuse, elle devait se ménager un espace pour mettre ses empeignes de nylon. Espace qui n'avait pas été prévu, évidemment, parce que ça avait pas, ça était supposé le passer à l'autre directement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chacune des travailleuses avait la possibilité de demander à la personne de la maintenance de placer sa machine à la hauteur choisie. Alors, cette hauteur-là, pour la travailleuse, c'est elle-même qui l'avait décidé. Ce qui est le fait aussi de cette travailleuse-là, que vous pouvez voir, qui est plus grande que notre première travailleuse. Alors, bon, c'est certain qu'on aurait pu, dans un premier niveau d'analyse, se dire, bien, on va falloir baisser la table de cette travailleuse-là pour pouvoir établir sa posture. Mais je pense qu'il fallait comprendre d'abord pourquoi elle avait choisi cette hauteur-là. Et puis là, bien, il y avait tout le travail d'équipe qui est entré en jeu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une idée. Je vous en pose des cols, hein? Je vous ai donné plusieurs indices. Hein? Il faut penser que l'une et l'autre ont placé leur machine l'une par rapport à l'autre. Peut-être vous donner un autre indice aussi. C'est que ce poste de travail-là est considéré comme le plus dur physiquement. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer la posture des poignets aussi, parce que c'était la difficulté de faire rejoindre une claque à une empeigne. Donc, ça voulait dire que chaque point, si vous voulez, de couture supposait qu'il fallait placer le nylon. Et puis, quand l'empeigne n'était pas nécessairement exactement dans à la même grandeur, si vous voulez, que l'entrée de la claque de caoutchouc, ça voulait dire tire-pouce avec les poignets, là, avec les mains, pour que ça puisse, disons, se joindre sans qu'il y ait là, de bavure. Là. Alors, c'était le poste, effectivement, le plus contraignant. Alors, c'est ce poste-là, c'est cette travailleuse-là, finalement,
qui avait vraiment choisi sa hauteur de poste de travail. Et puis l'autre, elle s'est adaptée à la hauteur de cette grande travailleuse-là. Et puis ce que vous ne voyez pas ici, c'est pour ça, c'est vraiment une colle, c'est qu'il avait placé une planche ici, parce que comme je vous disais tout à l'heure, ça n'avait pas été prévu que ça avait été mal calculé aussi, là, que ça ne se fait pas nécessairement automatiquement, parce qu'en fait, il y a 8 travailleuses là, dans ce module-là. Alors, les empeignes et puis les bottes n'arrivaient pas toutes exactement en même temps, là. Les travailleuses avaient des vitesses différentes. Alors, ça voulait dire qu'à un moment donné, elle cumulait certaines empeignes, et puis elle, comme elle avait le poste le plus difficile, bien, ça pouvait prendre plus de temps. Alors, celle-ci devait pouvoir déposer ses empeignes en quelque part qui n'existait pas. Alors, elles se sont créées une table, si vous voulez, pour recevoir les empeignes pour que celle-ci puisse les prendre. Alors, c'était impossible que cette table-là, qui rejoignait les 2 machines à coudre, soit à angle. Surtout dans un angle comme ça, qui faisait en sorte que c'était cette travailleuse-là ici, qui était pour recevoir tous les morceaux qu'elle dépose. Alors, à ce moment-là, bon, évidemment, on a compris l'intérêt ici d'un élément de l'aménagement de leur poste de travail qu'elles avaient elles-mêmes ajouté, qui n'était pas prévu, et puis que là, finalement, la solution pour rétablir la posture de la première travailleuse, c'était évidemment de prendre conscience de la réalité du travail en équipe, et puis de rajouter un plan, une surface qui leur permette de faire ces ajustements-là, puis qui leur donne de la marge de manœuvre là, par rapport au temps de travail là, de chacune. Alors, ça, c'est on a parlé des différents éléments du poste de travail qui pouvaient influencer l'activité. Maintenant, je pense qu'un élément qui est très important aussi à retenir, c'est le fait que chaque personne est toujours en train de réguler son travail. Ça, on n'y pense pas toujours parce que quand on regarde une situation de travail, on est en train de regarder un peu, c'est un cliché, quoi, c'est un moment de la journée qu'on est en train d'observer. Puis ce qu'on ne voit pas nécessairement, c'est que ce cadre de travail-là, bien, ça bouge tout le temps. Bien, tu sais, en fait, ça bouge, il y a de la variabilité, autant ici. Tantôt, on regardait les clients qui sont différents, par exemple. Bon, les couturières, bon, le morceau aussi qui peut se faire de plus ou moins rapidement. Puis il y a la personne elle-même aussi qui varie au cours de la journée. Alors, cette variabilité-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la travailleuse, évidemment, ou le travailleur qui, dans son activité, va devoir s'ajuster continuellement pour pouvoir répondre, si vous voulez, à cette variabilité-là. Et puis là, on reprend, vous voyez, vous le voyez mieux là ici. On a une des travailleuses qui était au poste là, puritain qui joint là, son empeigne à la claque là, de caoutchouc. Vous voyez ici les œillets là, pour le lacet. Est-ce que vous voyez ce genre de bottes-là, là, puis il y a comme un feutre qui va à l'intérieur. Très bon pour chez nous, ce genre de bottes-là. Très bon pour la neige. Réguler l'activité en fonction de l'imprévu. Alors, cette travailleuse, il faut que... Une journée, les claques sont molles. Alors là, il faut qu'elle ajuste son tour de main en fonction des claques molles. Une autre fois, le service des achats a acheté un cuir qui est plus rigide. Alors évidemment, la force qui augmente à ce moment-là. Et puis, une façon aussi de coudre avec ce type de cuir-là. Sa machine vibre à un moment donné parce qu'il n'y a pas eu d'un entretien qui a été fait au niveau de sa machine, ou elle a changé de machine. Il faut ou bien la personne qui est au poste en amont est nouvelle, et puis c'est elle qui coud cette empeigne-là, et puis là, celle-ci va coudre l'empeigne trop petite, trop grande. La jointure entre les deux peut faire en sorte que le travail de la personne qui est au puritain va être beaucoup plus difficile ou moins difficile.
Alors, mais la personne qui est au puritain, évidemment, il va falloir qu'elle s'ajuste à cette variabilité-là. Alors, pourquoi on parle de ça? C'est qu'évidemment, c'est que la personne, si elle n'est pas capable, dans sa régulation de son travail, de s'ajuster, si les contraintes du travail sont trop importantes, puis c'est trop difficile d'ajuster le travail, ou elle n'a pas l'expérience aussi, ça peut être au niveau des conditions, ou ça peut être parce qu'on la qualité qu'on lui demande, ou ça peut être parce que, justement, elle n'a pas nécessairement l'expérience, elle n'a pas eu les tours de main, la formation qui l'aide. Bien, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, il va y avoir un problème de santé. Alors, c'est cette histoire-là de la situation de travail qu'on essaye de reconstituer. Alors, c'est ça qu'on va cibler, évidemment. Pourquoi on parle des déterminants et toujours des déterminants, évidemment, c'est parce que c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler pour les transformations. Alors, il me manque une diapo, je pense, non? Oui, je vais passer celle-là avant. C'est juste pour vous dire que plus on oriente les différents déterminants, plus on a identifié à fond, on a compris le plus possible l'ensemble de la situation de travail, plus on a des déterminants variés à présenter aussi à l'entreprise, et puis on a un éventail de solutions. C'est sûr, si on arrive avec une solution à l'entreprise, ce n'est pas nécessairement celle-là qui va pouvoir être appliquée, mais il y a toujours des solutions qui peuvent être appliquées plus rapidement, et puis surtout, bien, on ouvre les yeux aussi à différents niveaux. Alors, je vais revenir ici pour vous montrer encore le cas de cette dame-là au puritain. Pour vous montrer, par exemple, sa difficulté à faire coïncider les pièces là, à coudre, là, la claque et l'empeigne. Puis c'était ça, évidemment, quand je vous disais, qu'il y a vraiment une sursollicitation là, musculaire, là, en particulier au niveau des poignets, là, qui étaient souvent lésés. Alors, si on commence la petite histoire de ce côté-ci, on l'a vu tantôt, il pouvait y avoir un ajustement inadéquat là, de l'empeigne, la partie cuir, je ne sais pas pourquoi, du poste en amont. Alors là, on s'est dit, puis vous savez, dans cette usine-là, il y avait beaucoup de tensions entre les travailleuses aussi. Parce que là, la réaction de cette travailleuse-là, que ça faisait pas longtemps qu'elle était en équipe aussi, comme ça, alors la travailleuse qui cousait les empeignes, le poste avant, bien, elle pouvait manger un peu des bêtises, quoi, de celle qui était au puritain, qui lui disait, bien, écoute, essaye d'ajuster tes empeignes adéquatement, que j'arrête de forcer après mes claques puis mes empeignes. Alors, on est allé voir l'autre poste de travail pour se demander finalement, qu'est-ce qui se passe à ce poste-là? On s'est rendu compte que les lignes de démarcation là, à la craie étaient faites au mauvais endroit. Alors, la travailleuse qui faisait la couture, elle le faisait sur les lignes de craie. Alors, elle dit, ben, écoute, je l'ai fait sur la ligne, qu'est-ce que je peux faire d'autre? On a remonté, on s'est dit, bon, on est allé dans l'autre département, on a cherché la machine qui faisait les craies. On s'est dit, bon, d'accord, la machine qui fait les craies, là, les travailleurs nous ont dit, oui, mais probablement qu'ils ne sont pas réenlignés. Là, on a vu, bon, d'accord, les travailleurs sont supposés les réenligner, mais ils n'ont pas été formés pour les réenligner. Ça fait partie de leur poste, ils sont supposés ajuster leur machine, mais ils n'ont pas reçu la formation. Bon, c'est qui donne la formation? C'est supposé être la contremaîtresse. Mais la contremaîtresse, il était en plein renouvellement. Tu sais, je vous ai dit, il passait d'une forme traditionnelle d'organisation du travail à une forme en équipe, en module, tout ça. Elle n'avait pas le temps de donner de la formation aux travailleuses. Alors, c'était quelque chose qu'elle communiquait à ses supérieurs, leur dire, écoutez, je n'ai pas le temps de donner de la formation pour qu'ils fassent l'ajustement des machines. Mais il n'y avait pas d'écoute, je vais vous dire. Et puis, il n'y avait aucune structure, si vous voulez, dans l'entreprise même pour recevoir ce genre de plainte. Mais il n'y avait personne qui avait fait le rapport entre ceci et le fait que les travailleuses ici avaient des syndromes du canal carpien.
Alors, je vais vous dire, juste avec cette petite histoire-là, de remonter la chaîne et puis de leur dire, écoutez, vous n'avez pas ça, il y avait ça, là, on arrive là. On a juste mis ça sur la table. C'est juste pour vous dire aussi que la mise à plat de la réalité du travail, très, très simple, avec la remontée de la chaîne des déterminants, qui est une enquête hein, qu'on fait tout simplement d'un poste à l'autre. La simple mise à plat de ça, ça suffit, je dirais, pour vraiment qu'il y ait une écoute finalement de ce que dit la contremaîtresse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'ait pas le temps? C'est grave qu'elle n'ait pas le temps de former ses opératrices. C'est grave qu'elle ne puisse pas être entendue sur ce qu'elle peut rapporter du plancher vers la direction, vers les cadres. Et puis du fait que, ben c'est ça, qu'il n'y a aucune non plus structure comme telle de prévue. Je peux vous dire que par la suite, finalement, il y a eu une personne qui était spécifiquement engagée pour s'occuper de la santé et sécurité, et puis justement pour recevoir, justement, être cette courroie de transmission, si vous voulez, entre le plancher et puis tout ce qui constituait la direction. Alors, tout ça, vous voyez que ça mène... je pourrais faire le tour là, pour vous dire, comme vous voyez, quand on parlait de la rigidité du cuir, mais c'était vraiment le service des achats. On leur avait fait une démonstration comme telle que le fait que le cuir soit dur, ça coûtait moins cher. Sauf que eux, ça leur coûtait aussi cher parce qu'il y avait beaucoup de rejets, parce qu'elles étaient obligées de recommencer, parce que ça leur prenait plus de temps, etc. Alors, et puis là, à ce moment-là, bien, ça se passait aussi au niveau du service des ventes. En tout cas, il y avait du taillage des morceaux, etc., de l'usine de claques qui fournissait des claques molles, mais personne ne leur disait que les claques molles, c'était vraiment un problème. Alors, on pouvait faire le tour. Alors, en même temps, c'est pour souligner, je pense que ça, c'est des choses, c'est bien, disons, peut-être la phrase la plus connue en ergonomie, là, surtout ici, de dire qu'il y a vraiment une différence entre le travail prescrit puis le travail réel. Je vous en ai donné plusieurs exemples. Et puis, je vais finir avec cet exemple-là parce que je l'adore. C'est un travailleur dans une usine d'assemblage automobile. Et puis, nous, on était là parce que la direction nous disait, nous, on trouverait ça vraiment important de faire la rotation des postes. Et puis, les travailleurs ne veulent pas faire la rotation des postes. Il y en a qui en font, il y en a qui n'en font pas. On n'arrive pas à l'implanter. Et puis, on ne comprend pas pourquoi, parce que nos travailleurs sont vieillissants, puis on trouverait ça vraiment important qu'ils puissent faire de la rotation. On s'est dit, bon, bien, on va aller voir un peu ce qui se passe. Fabien, tu ne me dis pas le temps, là, mais... Parfait. On va finir avec ça. Alors, là, ça, c'est des petites voitures, là, des bleus, des vertes, des jaunes, là. Et puis, là, on va s'intéresser à cette équipe-là ici, là. Parce qu'il fonctionnait, ce groupe de travailleurs-là, qui d'une certaine façon n'était pas vraiment une équipe, mais c'était constitué en équipe parce qu'il y en avait certains qui voulaient faire de la rotation. En particulier, les 1, 2, 4 qui faisaient de la rotation, puis qui s'intéressaient, si vous voulez, au fait de faire la rotation parce qu'il y avait, le travail qui faisait vraiment pencher sur la machine, là, qui étaient les postes 3 et 4, alors que les postes 1 et 2 se faisaient vraiment à une hauteur où les travailleurs devaient être vraiment en flexion importante là, des épaules. Alors, il avait décidé de faire la rotation, et puis même à un moment donné, il faisait de la rotation avec quelqu'un qui était de l'autre côté de la chaîne, parce que celui-là aussi avait les bras dans les airs et puis était intéressé à baisser les bras puis pouvoir faire le tour là, des différents postes. Mais celui-ci, c'était comme un poste convoité par les autres pour qu'il y ait de la rotation. Mais ce travailleur-là, qui était un de leurs copains, il résistait, il disait « Non, moi je ne fais pas de rotation, je ne fais pas de la rotation. » Alors, on s'est mis à analyser son poste de travail, et puis parce qu'on se demandait aussi, parce qu'il passait la journée dans cette posture,
on s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas intéressé, lui aussi, à faire un changement au niveau de son poste de travail? Et puis, là, on s'est référé pour commencer à qu'est-ce qu'il était supposé faire. Et puis ça, c'est ce qui nous avait été fourni par le bureau des méthodes, là, finalement. Ils nous ont dit, regardez, nous, quand on fait de la formation des travailleurs, on leur montre à faire ces différentes opérations-là. Alors, vous voyez, ils sont mis en ordre, là, 1, 2, 3, jusqu'à 11. Là, je ne ferai pas lire ça, parce que ce qui est important, c'est l'ordre. Alors, quand on a fini par comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, ces différentes opérations-là, parce que je ne connaissais rien dans les voitures, alors le fil du ventilateur, etc., ça nous avait pris du temps là, à comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient un avant l'autre, mais vous voyez que le travailleur, puis là, il y avait 2 sortes de moteurs, là, les V8, les V6, avait complètement reconstitué, si vous voulez, là, ses étapes de travail. Il commençait avec la 1, là, la 2, il la faisait, il la faisait pas nécessairement. Il s'était rajouté une opération qui était une opération A. Là, maintenant, il faisait le 4, il faisait une autre opération avant de faire le 3, le 9, après ça, des fois le 7. Enfin, vous voyez, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on lui avait montré de faire. Puis quand c'était le V6, bien là, on était encore en train de faire d'autres choses. Alors, on lui avait montré ça, puis on avait, bon, regardé avec, bon, qu'est-ce qui était. Fait que là, opération par opération, on avait fini par comprendre tous ces changements. On avait fini par comprendre finalement pourquoi il se rajoutait une opération, par exemple ici, pour bien placer le fil, pour qu'il soit bien positionné pour faire l'opération 4. Mais surtout, comme il s'agissait là, de la voiture qui passait d'un niveau plus élevé, là, je vous disais tantôt, les travailleurs en amont, ils travaillaient plus en hauteur, la voiture était plus élevée, puis là, à son poste, ça descendait tranquillement, puis là, ça arrivait en bas, puis là, il travaillait penché. Mais là, lui, il commençait son poste de travail dans la descente. Alors, il y avait des lignes sur le poste de travail, il était supposé commencer là, mais lui, il commençait ici. Donc, il commençait son poste avant le temps où il devait commencer. Mais pour lui, ce qui était important, c'était d'avoir accès aux différents éléments dans l'ordre d'arrivée de ces différents boyaux. Parce qu'il avait peur d'en oublier un boyau. Alors, en le mettant dans l'ordre où il le mettait, finalement, pour lui, c'était vraiment l'ordre d'arrivée de ces boyaux. Puis comme ça, dans une série d'opérations qui n'avaient aucune logique pour lui, lui, il s'était rajouté une logique qui était le boyau rouge ici. Après ça, je m'en vais comme ça, je m'en vais comme ça, je vais là, je vais là. Alors pour lui, c'était une séquence d'opérations qui correspondait exactement à ce qu'il était capable là, de se rappeler en passant du rouge au vert, là, etc. Alors, il y avait un aspect ici qui était « j'ai peur d'oublier une opération ». Puis il ne fallait pas qu'il oublie une opération. Alors, on se situe avec un travailleur qui est vieillissant et puis qui a effectivement peur d'oublier, mais aussi un travailleur qui s'est rajouté des opérations pour alléger aussi les problèmes musculo-squelettiques. Et puis, pour se donner, en commençant un peu plus tôt, donc ça voulait dire qu'il commençait avec les opérations qu'il était capable de faire, même si c'était encore élevé. Alors, à ce moment-là, ça voulait dire, tu sais, que son cycle de travail était plus long. Au lieu d'avoir, tu sais, 20 secondes pour faire son cycle de travail, bien, il y en avait 25. Alors, ça voulait dire que s'il y avait, vous voyez que le moteur V8 a plus d'opérations, mais des fois, ça pouvait arriver qu'il y avait 3 moteurs V8 d'affilée. Alors là, ça prenait plus de temps, puis il y avait besoin, effectivement, de plus d'espace de travail. Alors, il se disait, si je commence un peu plus tôt, au cas qu'il y ait 3 V8 d'affilée, parce qu'il ne pouvait pas savoir quand ça arrivait, bien là, je me donne plus de temps. Alors, c'est toujours pour lui le fait de pouvoir aller chercher plus de marge de manœuvre. Alors, on a calculé tout ça, nous. Tu sais, diminution des efforts, reconstruction de la logique,
allongement là, de l'espace de travail, donc du temps de travail. Mais il ne m'écoute pas. Et puis c'est ça, ce qu'il nous a apporté, c'est qu'il nous a dit, non, je ne veux pas faire de rotation parce que ça me prend beaucoup de temps à faire cette reconstruction d'une logique d'opération. Puis quand on va me mettre sur un autre poste, on ne me donnera pas ce temps-là. Et puis là, tout s'est joué autour de combien de temps on va me donner pour m'habituer à un poste. Pas juste pour me montrer les opérations, là, mais pour que moi, j'aie le temps de refaire mon mode opératoire, parce que ce qu'on me dit de faire, c'est pas ça qui va me permettre de me rappeler les opérations, donc au niveau de l'activité mentale, mais aussi de diminuer la contrainte physique. Alors, c'est complètement là-dessus qu'on est allé rejouer, c'est-à-dire faire de la rotation, c'est faire de la formation. Alors ça, c'est là-dessus que s'est fait beaucoup la discussion. Alors, c'est ma dernière diapo. Juste pour faire un peu un résumé, ça veut dire, en fait, pour l'ergonomie qu'on enseigne, on insiste beaucoup sur ces principes-là, dans le fond, là, qu'on aborde dans tout ça un modèle multidimensionnel de la personne, une approche très systémique des situations de travail, la prise en compte de la variabilité des situations, le respect de la diversité. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Le respect de la diversité des populations puis des façons de faire. La nécessité toujours de comprendre le sens de l'activité pour la personne. L'identification des risques liés à l'activité, on l'a vu, mais des déterminants beaucoup de cette activité-là, donc des risques. Et puis le développement d'une pratique d'intervention, évidemment, qui est toujours axée vers qu'est-ce qu'on va pouvoir transformer dans les situations de travail. Puis là, après ça, on tombe à de la conduite de projet de transformation. Alors là, on est dans la partie, comme je vous disais, dont on n'a pas parlé, mais qui, à ce moment-là, si on développait, qui est vraiment au niveau du développement de d'autres compétences dans la pratique de l'ergonomie. Alors voilà. Merci beaucoup.